souhaiterais demander donc aux parties civiles de se limiter à pour... Merci. Bonjour, Maître Mamata Sanabakar. Publié le 20 mai 1992, n'a jamais été contesté formellement. Bon, ce rapport a et personne n'a pu dire que les pertes au cimetière Hamra Gouz découvertes c'est un montage. Donc il n'y a pas eu contestation depuis ces 23 ans. Ma deuxième question. Dans votre rapport, on voit à la page 136-137 des photos d'enfants et de femmes. Pouvez-vous nous dire si lors de
Si vous avez, par prudence, sous-évalué, parce que déjà, au-delà de la DDS, les autres répressions dont je viens de citer, je vous remercie. On a fait tout pour éviter ce qu'on peut appeler exagération. Et j'ai bien dit dès le départ que le chiffre de 40 000 est une estimation minimale, comme vous l'avez eu à apprécier hier. Et comme je l'ai dit, tout notre travail est circonscrit dans la préfecture de N'Djamena et ses environs. Les provinces, nous les avons parcourues au pas de course. C'est pour atténuer mes remords qu'on a fait ça, parce que sinon nous n'avons pratiquement ni le temps ni les moyens pour le faire. Donc, les 40 000 ou le chiffre 13 que nous avons retenu arbitrairement, c'est le cas de ces personnes qui meurent d'épuisement, d'empoisonnement, d'asphyxie. Mais c'est qu'on enlève toutes les nuits pour les exécuter. Ce qu'on tue en province, tous ces données, nous ne les avons pas pris en considération. C'est pourquoi je dis que c'est un chiffre minimum. J'ai une dernière question, M. Mahamat. Dans votre rapport, vous avez fait état d'étrangers qui seraient morts pendant cette période. Je sais, et c'est l'histoire du Sénégal, qu'il y avait deux Sénégalais. Deux Sénégalais qui avaient été arrêtés, détenus dans les locaux de la DDS. L'un est présent sans doute dans la salle, M. Abdourahmane Gueye. L'autre n'a pas eu la chance de survivre. Et selon le certificat de décès retrouvé, M. Demba Gaye serait mort de dysenterie. Ma question est de savoir, spécifiquement par rapport à ces deux Sénégalais, qui, je crois savoir, n'étaient ni des Adjaraï, ni des Agawa, ni proches de Kadhafi, ni de Sarah, ni impliqués dans la crise tchadienne. Est-ce que vous avez eu des informations dans le cadre de vos enquêtes par rapport à ces deux Sénégalais? Pourquoi ont-ils été détenus dans une police politique? Ces deux Sénégalais qui, de par leur version, n'ont rien à voir avec les événements du Tchad. Est-ce, selon l'explication que vous avez donnée, les délits de droit commun, les crimes de droit commun avaient été soustraits de la justice institutionnelle? Ou avez-vous des informations relativement à une supposée participation de ces Sénégalais par rapport à une quelconque guerre au Tchad? C'est important, dans le cadre de cette commission d'enquête, que les familles qui sont là dans la salle puissent savoir au moins pourquoi Demba Gaye est mort alors qu'il était simplement parti chercher fortune pour pouvoir faire face à ses besoins et aux besoins de sa famille. Je vous remercie. En ce qui concerne les étrangers qui étaient morts, nous avons reproduit textuellement les textes que nous avons trouvés à la DDS. Mais en ce qui concerne les étrangers africains au Tchad, et notamment les Sénégalais, bon, les Sénégalais ne sont pas des gens à problème, ils viennent pour faire leurs affaires. Mais si on a arrêté, c'est toujours dans ce cadre arbitraire. Je crois que le survivant, si ma mémoire se rappelle bien, c'est M. Abdraman. Bon, il a été arrêté parce que, bon, il venait de la Centrafrique au Tchad dans un avion français. Donc,
Cela constitue un crime, un grand crime, et il a été arrêté, mais il a la chance de sortir vivant. Les étrangers arrêtés n'ont pas un traitement spécial différent des autres Tchadiens. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Ababakar. J'aurais quelques questions à vous poser par rapport à la position. Concernant surtout la DDS, savez-vous, parce que vous avez dit que vous avez trouvé que les locaux de la DDS avaient été pillés, les portes emportées, les fenêtres emportées. Donc, quelle période, combien de temps s'est écoulé entre la période où la DDS a été pillée et votre possession des lieux, votre prise de possession des lieux? Oui, nous sommes venus au siège de la DDS après notre nomination par le décret. Le décret date du 29 décembre 1990. Et c'est après cette date-là que nous nous sommes déplacés, moi et mon équipe, pour voir les lieux. Donc c'est quelques jours après notre nomination. Et quel type trouvé à la DDS et qu'en avez-vous fait? Nous avons trouvé beaucoup de documents. Toutes ces preuves proviennent du siège de la DDS. Ce n'est pas un individu qui nous a tendu en disant « bon, prenez ça, ça vient de la tête ». Non, nous les avons trouvés nous-mêmes au siège de la DDS. Par exemple, en fouillant dans le bureau du directeur de la DDS, nous avons trouvé une photo de l'ancien commandant en chef des forces armées tchadiennes, M. Hassan Diamous, qui a été rattrapé vers le Soudan. Il a été blessé seulement à la jambe, mais il était photographié, mort, étendu sur le sol, un soldat à côté. En fait, j'insiste sur ces questions parce que je sais qu'il y aura beaucoup de critiques sur ces documents, sur la véracité de ces documents. En fait, qu'est-ce qui vous a permis, de manière irréfutable, d'affirmer que ce sont des documents de la DDS? Bon, de un, comme je le disais, nous avons pioché toutes ces preuves, tous ces documents dans le siège de la DDS. Par exemple, je prends l'exemple de la fiche établie, compte rendu provisoire des personnes massacrées à Mongo. Donc, avec le témoignage des personnes ressortissantes de cette localité, nous avons fait des comparaisons et c'est la vérité. Ils ont leurs parents à Mongo qui ont été liquidés. Sur la liste que nous avons trouvée, nous avons des personnes citées nommément et que la DDS disait qu'ils ont été abattus. Leurs parents, par la suite, sont venus témoigner pour dire que tel a été effectivement assassiné. Et puis, ces documents, c'est-à-dire, personne ne peut les contester parce que c'est la réalité. Au début, lorsqu'on arrêtait les gens, mais aucune information ne sort de l'intérieur de la DDS. Les parents pensaient que non, ces gens sont toujours vivants. Mais lorsque le régime s'est écroulé, tout le monde s'est rendu compte que ces gens-là
sont morts et d'autres ont été simplement et purement exécutés. Votre réponse me satisfait, M. Ababakar. Donc, si je comprends bien, à partir des documents de l'ADD que vous avez trouvés à la DDS, vous avez pu faire des recoupements entre les faits qui se sont passés et les témoignages de certaines victimes et des parents de victimes. Est-ce exact? Je voudrais, si vous me permettez, ajouter. Nous avons publié la liste des agents de la DDS, les informateurs, les indicateurs. On a publié, on a affiché. Lors de la visite des populations de ces lieux, quand on a ouvert les portes de la commission, il y avait aussi le nom de 2 journalistes, un certain Nadilem, un certain Abba Ali Kaya. Alors, M. Nadilem était passé me voir pour me dire qu'il veut la preuve de son implication, comme nous avons publié son nom comme parmi les agents informateurs ou agents de sécurité de la DDS, il veut la preuve. Je lui ai dit que si vous avez trouvé votre nom parmi sur la liste des agents, c'est que nous avons la preuve. Mais aujourd'hui, notre archiviste est malade, tu vas, dès qu'il se rétablit, je te rappellerai, te montrerai la preuve. Il est parti. Il a fait 24 heures, 48 heures, je ne sais pas, il m'a appelé. Est-ce qu'il peut venir voir la preuve? Je lui ai dit non. L'archiviste ne s'est pas encore rétabli. Il croyait que nous n'avons pas la preuve. Et il a rapidement joint RFI pour dire que la commission d'enquête a publié son nom comme agent de la DDS alors qu'elle n'a pas les preuves. Quand j'ai appris ça à RFI, j'ai envoyé chercher Dardar, notre archiviste. Je lui ai dit qu'il y a péril en la demeure. Il était venu. Je lui ai dit, tu me fais sortir la carte de M. Nadilem, qui atteste qu'il travaille avec la DDS. Entre-temps, le journaliste M. Abba Ali Kaya, dont son nom était affiché avec les autres, m'a joint par téléphone pour me dire qu'il veut me voir. Et automatiquement, j'ai su qu'il voudrait me voir aussi pour dire est-ce que vous avez la preuve. Je lui ai dit, j'ai dit à l'archiviste de me faire sortir aussi la carte ou le document impliquant M. Abba Ali Kaya. Donc, monsieur, j'ai dit à l'archiviste encore de me faire sortir une dizaine d'autres. J'ai pris toutes ces documentations et je me suis orienté vers la télévision. J'ai montré la carte de M. Nadilem, sur laquelle il y a sa photo, son nom, prénom, fonction, agent de sécurité. J'ai mis à côté. J'ai pris la carte de M. Abba Ali Kaya. Il y a sa photo d'identité, son nom, ses prénoms, qualité, indicateur, c'est-à-dire indicateur de la DDS. Et puis j'ai pris pêle-mêle d'autres pour dire. En conclusion, j'ai dit, ce travail, nous n'avons pas fait pour nuire à un citoyen, parce que nous n'y gagnerons rien. Nous avons fait ce travail en notre âme et conscience. Effectivement, M. Abba Ali Kaya, qui a voulu me voir, moi je lui ai donné le rendez-vous le lendemain, mais après l'exposition de sa carte à la télé et devant le public, il était convaincu, il n'était pas repassé me voir. Merci, Monsieur Ababakar. Ma dernière question concerne les ossements de Ambing et d'Amaral Gos. Parce que vous avez affirmé dans votre déposition et votre rapport
que les ossements de Amar Algoz concernaient les détenus politiques qui étaient enterrés. Et ceux de Ambing, ce sont les prisonniers politiques exécutés. On a vu hier le film d'exhumation des restes. Mais qu'est-ce qui vous a permis, de manière irréfutable, d'affirmer en fait que ces ossements, ces restes concernaient les prisonniers, les détenus politiques des prisons et les soldats qui ont été exécutés? Vous m'excusez parce qu'il faut... Je parlais des ossements. Les ossements le film qu'on nous a montré hier concernant les ossements. Vous dites que ces ossements, en fait, concernent les deux charniers que vous avez découverts. C'est le charnier de Amar Algoz, qui concernait donc les détenus politiques qui étaient enterrés, souvent exécutés, soit morts dans les prisons, qui étaient enterrés. Et l'autre, près du village de Ambing, concerne les prisonniers de guerre qui ont été exécutés. Il y a eu un seul rescapé, les 150 prisonniers. Oui, donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a permis d'arriver à cette conclusion en disant qu'effectivement, ce sont les restes de ces personnes-là. Ah oui, merci. Nous, dans ce cimetière de Amar Algoz, on enterre, et ce sont des prétendus, des gens qu'on soupçonne d'avoir commis des crimes ou des délits politiques. Dans ce cimetière, on enterre les prétendus détenus politiques, mais on y enterre aussi les prisonniers de guerre. Donc, la deuxième exhumation qui a été faite, je crois, le 16 janvier 1992, c'est des prisonniers de guerre. Vous savez, ceux-là, bon, la DDS et son chef ne prennent pas de temps. Ils meurent en grand nombre. On les parque, on les entasse dans des cellules minuscules, on les enferme, blessés ou non blessés, et on ne sert ni l'eau, ni à manger, et puis ça s'éteint. 24 heures, 48 heures plus tard, on ramasse pour aller enterrer. Donc, ce cimetière, on enterre tout, hein. C'est les détenus politiques ou les prisonniers de guerre. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai quelques questions aussi à poser aux témoins. Lors de votre déposition, vous avez eu à dire que les gens avaient peur de venir témoigner. Alors, dites-nous en quoi cela consiste. Oui, les gens avaient peur, et jusqu'aujourd'hui, les gens avaient peur. C'est vrai, moins peur qu'avant, mais ils avaient peur. Surtout lorsqu'on a commencé. Et comme je l'ai dit, je me répète, c'est une première fois qu'un régime tombe et que le successeur ordonne qu'on regarde sur ses crimes. Mais particulièrement pour M. Habré, les gens se souviennent qu'il a été vaincu une première fois, il était sorti. Mais à peine 2 ans après, il était revenu. Et là, comme je le disais, il y avait eu un jugement qui a été fait du temps du Gunt, et les juges qui étaient sur place, qui n'ont pas eu le réflexe de fuir, 2 ont été assassinés. C'est pourquoi les gens avaient peur. Ils avaient peur aussi parce que la situation au Tchad, il faut dire, elle est une situation instable, une instabilité chronique durant des décennies. Jusqu'en 1991. Habré avait des troupes au lac.
vers la fin de 91, ils ont amorcé un retour vers la capitale, alors que nous n'avons pas encore terminé notre travail. Alors les gens avaient pris peur, d'autres certains qui voulaient témoigner, ont refusé de le faire aussi. Donc, dans la même lancée, vous avez dit aussi que c'est à l'arrivée de Madame Hélène Jaffé que les victimes sont venues nombreuses à vous. Donc, est-ce que Madame Hélène Jaffé avait quelque chose de particulier en elle ou bien est-ce qu'elle avait... Parce que je sais que tout à l'heure, les gens vont vous dire, est-ce que Madame Hélène Jaffé avait, je ne sais pas, avait une assistance au niveau international, quoi. Mes relations avec Hélène Jaffé, c'est d'abord la situation de ces rescapés des géoles de l'Ancien Régime. Ces gens-là, comme je l'ai dit, étaient des loques humaines. Le gouvernement qui était là était incapable de faire quelque chose pour ces anciens détenus. Et donc, je cherchais coûte que coûte une ONG, qu'elle soit africaine, américaine ou européenne, cela m'importe peu. Moi, je cherche une institution, une ONG qui puisse soigner ces gens-là. Et c'est ainsi que les responsables d'Amnesty, quand il était passé, je leur ai demandé, est-ce que vous connaissez un organisme, une ONG, qui puisse venir et soigner ces personnes-là? Ils m'ont dit de contacter Hélène Jaffé, mais Hélène Jaffé, je ne la connais pas. C'est grâce à Michael Dottridge et Jamal qui m'ont orienté vers elle et je l'ai écrit. J'ai écrit la lettre pour qu'elle vienne soigner. Vous savez, après la chute du régime Habré, et après tout ce que les gens ont subi, j'ai dit que les Tchadiens n'avaient pas confiance à leurs frères tchadiens. Parce qu'ils avaient des doutes sur notre commission. Ils disaient, est-ce que ces gens-là, bon, hier c'était Habré, aujourd'hui Idriss, est-ce que ce n'est pas pour débusquer les rescapés, pour les éliminer? Donc ils n'avaient pas confiance. Ni aux autorités, ni sur ces institutions. Et donc, la venue d'Hélène Jaffé, cet élément extérieur, qui a fait confiance à la commission pour venir soigner, ils ont dit que non. Donc, cette commission, elle est fiable. Si elle n'est pas fiable, une institution étrangère européenne ne peut pas venir collaborer avec lui. Et c'est de là que la confiance est partie. Vous avez aussi parlé du fait que la nuit, le siège de la DDS se transforme en une boucherie. Est-ce que vous pouvez expliquer encore plus en détail? Oui. Toute personne suspectée, arrêtée, doit être systématiquement torturée. Et vous avez vu cette gamme de tortures, les arbatachar, le supplice des baguettes et autres et autres. Et surtout, les agents de l'ADS rivalisent
dans la terreur. Donc, il y a des cris, des pleurs, des gémissements, et il y en a qui trépassent. Il y en a qui survivent, mais esquintés, comme je l'ai dit, à toute leur vie, comme a dit Macho. Ce monsieur que nous avons auditionné, il dit qu'il a été torturé, battu, et qu'il n'est plus en mesure de satisfaire les besoins de ses épouses. Toutes les deux épouses l'ont quitté. Donc, si je comprends bien, c'est que la torture était systématique. Chaque arrestation, vous l'avez dit aussi, était égale à la mort d'homme. Et l'exception, c'est la libération. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, je le confirme. Parlant également du pillage, vous avez eu à dire qu'il y a eu pillage au sein de la DDS après les événements. Est-ce que le pillage portait sur les documents? Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a eu vraiment des documents qui sont partis? Bon, ça, en toute sincérité, quels documents qui sont partis, je suis incapable de le dire. Mais il y a eu pillage. Parce que n'importe qui pourrait rentrer à l'époque, pendant les 2 jours où N'Djamena flottait, où elle était entre les mains des petits bandits, des petits voleurs qui ont investi les commissariats et autres. N'importe qui pourrait rentrer et prendre ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'ils ont pris exactement? Ça, je suis incapable de dire. Mais certainement, beaucoup de l'immobilier ont été emportés. Et la documentation, j'étais surpris. Pourquoi une documentation s'est retrouvée dans la cour de l'immeuble? Est-ce que cela entame la crédibilité des documents que nous avons eus dans le dossier? Ces documents, nous ne les avons pas inventés. Nous les avons trouvés au siège de la DDS et portent les en-têtes de la DDS. Et souvent, les signatures aussi de certains responsables. Pour finir, vous avez eu à dire que vous avez trouvé nécessaire de publier le rapport que vous avez vous-même écrit. Est-ce que c'est dans l'intérêt que désormais ces choses ne peuvent plus se répéter, ou bien c'était dans quel intérêt exactement que vous avez publié le rapport? Oui. Pour ce rapport, vous savez, les membres de la commission ont pris de grands risques. Et nous ne l'avons pas fait juste pour le beaux yeux du président Idriss. Nous pensons que ce rapport doit être utile à la population tchadienne. Et donc, remettre ces rapports aux autorités pour qu'ils le mettent dans les tiroirs, ça, nous ne l'avons pas accepté. Nous avons pensé que la place de ce rapport, c'est où ce rapport doit être publié et diffusé largement, pour que demain, ces mêmes crimes, ces tortures, ces arrestations arbitraires ne se répètent pas. Et nous avons fait des recommandations dans le rapport. 14 recommandations, malheureusement, aucune n'a été suivie. Je voulais tout simplement ajouter aussi que, est-ce que vous êtes renseigné un peu sur les conditions, c'est-à-dire l'assistance sanitaire au niveau de...
Théoriquement, il y avait un infirmier qui s'appelle Saria, qui de temps en temps donnait quelques comprimés. Mais le but voulu par ceux qui dirigent cette institution, c'est celui qui a été arrêté et amené à la DDS, c'est un opposant. Et un opposant n'a pas droit à la vie. La ration elle-même, qui était de 2 par jour, a été réduite à une seule ration. Et quelle ration encore? C'est soit du mil, soit du riz, et parfois c'est avarié. Donc les gens, comme vous avez vu hier à la télé, en quelques semaines, quelques mois, les plus faibles s'éteignent. Moi, je me rappelle de ce cas de notre ami, le professeur Zakaria Fadou. Il était professeur à l'université de N'Djamena, arrêté pendant 2 semaines. Lorsqu'il a été libéré, comme c'était l'ami de mon grand frère, il était venu me voir à la maison. Mais il était méconnaissable. Sa peau là, c'est-à-dire, c'est comme un serpent qui change de peau. Et il n'a fait que 2 semaines. Lorsqu'il a été libéré, il avait des parents qui étaient aussi bien placés à côté de Habré, donc ils ont fait tout pour le mettre en liberté. Lorsque le jour où il a été libéré, il voudrait se lever et puis partir. Non, ils lui ont dit non, tu restes un peu. Ils sont partis lui chercher du thé bien sucré pour qu'il puisse reprendre un peu. Parce que s'il rentre dans cet état, il allait effrayer les autres. Donc c'est un mouroir, comme je le disais. J'en ai fini, Monsieur le Président. Merci. Bien. Monsieur le témoin. Monsieur le Président. Les représentants des parties civiles ont terminé. Vous allez vous soumettre maintenant aux questions de la défense. Très bien. Bien. Monsieur Abakar. Je vais commencer par le premier tableau que vous avez décrit. Élevez un peu la voix parce que j'ai des difficultés à bien. Oui, monsieur l'avocat général. Je dis, vous avez parlé... S'il vous plaît. Pourquoi avocat général? Parce que là, il est là en tant que témoin. Monsieur Abakar, c'est par rapport à une question peut-être. J'ai un peu glissé, c'est ma langue qui a un peu glissé. Monsieur Abakar, vous avez décrit tantôt un homme, Fadoul, que vous auriez vu à sa sortie de prison. Vous nous l'avez décrit dans un piteux état. Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas un conte de fait? Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas un conte de fait, Fadoul? Je demande encore à Maître
qui voudraient me poser des questions, d'élever la voix pour que je puisse bien saisir, parce que je n'entends pas les murmures. Je voudrais une voix claire, haute, pour pouvoir répondre. Et précise aussi. On va laisser donc côté Fadoul. Je considère que c'est un conte de faits. Ce sont des faits qui ne sont pas ici dans le débat et que personne ne peut donc vérifier. Donc, moi, je les mets... Maître, je crois que ce n'est pas à vous de déduire. Vous posez une question et la Chambre appréciera. Oui, Monsieur le Président, s'il vous plaît, moi aussi, je voudrais quand même qu'on me laisse poser mes questions. Parce que quand on m'interrompt souvent, je peux perdre le fil. Je vous en prie, tant que je ne dérape pas, je pense qu'on peut me laisser poser des questions. Et je viens de débuter, je vous en prie quand même. Je vous le demande très respectueusement, Monsieur le Président. Maître, la direction des débats appartient au président de cette juridiction. Et par conséquent, j'entends encadrer cette audience. Donc, je ne vous interromps pas, mais par rapport à la question bien précise, et je l'ai dit, je ne veux pas de commentaires. Et ce n'est pas la première fois que je le répète. Je ne vous conteste pas donc pour vos pouvoirs. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Abakar, hier, le parquet général vous a félicité pour la ferveur répressive et la tonalité imprimée à votre déposition. Je vous pose la question, Monsieur Abakar, avez-vous déposé sans haine? Parce que moi j'ai senti de la haine dans ce qui a été dit ici. Je peux répondre. Je peux répondre. C'est une question qui vous a été posée. Vous n'avez pas demandé Oui, à très bien. celui qui a posé la question. Merci. Si vous pouvez répondre. S'il a fini de poser la question, vous répondez. Merci, merci. Mais il a posé la question et il en a répondu. Moi, personnellement, c'est ma manière de m'exprimer. Je n'ai pas l'habitude de murmurer. Ma manière de m'exprimer, c'est de porter ma voix haute, claire, pour que mon interlocuteur puisse entendre. Mais il n'y a pas la haine. Il n'y a pas la haine. Monsieur Abakar, j'ai devant moi donc le décret portant création de la DDS. Il est bien relevé que par délégation permanente du président de la République, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en assure la tutelle sur le plan administratif. Et en lisant les dépositions de certains agents, de certains directeurs, je parle de Saleh Younous, il nous le confirme. Alors, quelle lecture avez-vous de cela? Selon le décret numéro 5 du 26 janvier 1983, la DDS est rattachée à la présidence
de la République. Nous n'avons pas appris que à la présidence, c'est un conseil qui dirige cette DDS pour rendre compte au président Habré. Cette DDS est rattachée directement au président de la République. C'est lui qui nomme les directeurs. C'est lui qui nomme les chefs de service et même les adjoints, les chefs de service adjoints. Et selon ses proches collaborateurs, lorsque vous dites Saleh Younous, c'est un proche collaborateur de M. Habré, ou Jimmy Tougou, qui était son ministre de l'Intérieur, c'est un proche collaborateur. Ils sont unanimes pour dire que la DDS, c'est l'affaire de M. Hissène Habré. Donc ça, ce sont des déclarations, de simples déclarations de proches. Mais ces mêmes proches, parlant de Saleh Younous toujours, dont le procès-verbal d'interrogatoire est là, devant la commission, il dit bien, à la suite de la création de la direction que je dirigeais, j'ai commencé par organiser celle-ci en tenant compte des services qui existaient auparavant. Là, quand même, c'est un directeur qui affirme avoir exercé ses pouvoirs d'organisation d'un service. Pourquoi voudrait-on enjamber ces déclarations précises de leur propre responsabilité et dire que de toute façon, ils recevaient des ordres de la présidence de M. Hissène Habré? C'est ça que je n'ai pas compris dans le raisonnement, dans votre déposition. Il y a des aveux, je dis, clairs, par des directeurs de ce qu'ils ont assumé des responsabilités en organisant des services, en tenant des réunions. Ils ont également avoué, c'est vrai, des exactions. Ils l'ont avoué, c'est clair dans leur PV. Mais certainement, pour asseoir la chaîne de commandement, on a décrété sans preuve que les ordres provenaient toujours de Hissène Habré. Les ordres d'arrestation, les ordres de libération et les ordres d'exécution. Sur quoi vous fondez ces affirmations-là, que les ordres venaient carrément de la présidence? Quelle est la question? Sur quoi vous vous fondez pour dire que les ordres d'arrestation, d'exécution et de libération des détenus venaient directement de la présidence? Je vous ai lu des déclarations de Saleh Younous, il y en a d'autres, Abou Gren, il y en a d'autres, c'est des PV qui sont là, où ce sont des agents qui ont assumé leur rôle dans l'organisation matérielle et dans le fonctionnement de ces services-là. Monsieur, quelles sont vos preuves, je vous dis? Monsieur Saleh Younous, qui est le directeur de la DDS, ne peut pas prétendre organiser la DDS sans se référer à M. Hissène Habré. S'il a quelque chose à apporter, des initiatives, des propositions, c'est d'abord, il doit se référer à M. Hissène Habré. Vous procédez toujours par voie d'affirmation. Je cite encore M. Saleh Younous dans sa déposition. C'est la page 2 de toujours son PV. Mon rôle, comme celui de tout directeur, était de coordonner les activités de la direction, de centraliser les renseignements recueillis, bien entendu, c'est lui qui avoue par la suite, et de transmettre au président. Mais pour cette chaîne, la transmission au président de la République, c'est là où je vous attends sur des preuves. Parce que Saleh Younous, il dit, mon rôle était, comme tout directeur, de coordonner les activités, de faire fonctionner son service. Et il nous dit, effectivement, les réunions qu'il a tenues avec les agents,
l'activité, il nous en a parlé. Mais pour ce qui est du lien de rattachement entre maintenant Saleh Younous et les ordres qu'il recevait, quelles sont les preuves tangibles que vous avez pu apporter au cours de vos travaux en commission et à la barre, ici, ce matin? Parce que vous affirmez, vous dites que c'est la chose du président. Et ça ne suffit pas. Monsieur Saleh Younous rend compte quotidiennement à Monsieur Hissène Habré. Là, nous sommes d'accord. Mais Monsieur Saleh Younous ne peut pas agir ou prendre des initiatives sans se référer à Monsieur Hissène Habré. Parce que... Maître, si vous me permettez, pour peut-être le mettre sur le bain, en fait, la question qui a été posée, il vous dit effectivement, M. Saleh Younous a déclaré qu'il est d'accord qu'il fait les réunions quotidiennes comme tout bon service, comme tout bon directeur de service. Cependant, est-ce qu'au moment de vos investigations, vous avez retrouvé des preuves tendant à établir un lien entre celui qui est le directeur de la DDS et ses contacts, ses divers liens avec le chef de l'État pour dire qu'il est en relation avec le chef de l'État? C'est ça qu'en fait, Maître vous demande. Est-ce que vous pouvez établir ce lien? Oui, Monsieur le Président. Le lien entre Saleh Younous et M. Habré ne se fait pas toujours à travers des écrits. M. Habré l'appelle, comme les liens entre M. Habré et le trésorier général lors de le jour où il préparait sa fuite. Il appelait quotidiennement les trésoriers pour lui faire un compte rendu des finances. Il lui a donné l'ordre d'aller prendre les 3,5 milliards. Il n'y a pas un écrit. Mais l'autre s'est exécuté. Ici, cette institution qui est la DDS, comme je l'ai dit, à partir des documents produits par Habré lui-même, elle est rattachée à sa personne. Monsieur Saleh Younous est quelqu'un qu'il a nommé à la tête de cette institution. Il lui rend compte quotidiennement et il reçoit aussi des ordres quotidiennement de monsieur Habré pour faire son travail. Mais y a-t-il des écrits? Pour le moment, ici, j'ai les témoignages. J'ai les témoignages de M. Saleh Younous, j'ai les témoignages de M. Mohamed Djibrine, on a les témoignages de ces chefs de service qui ont travaillé dans le secteur. D'accord, donc j'en doute que vous avez des preuves intuitives et subjectives. Les commentaires, d'accord, merci. Donc, M. Abakar, vous confirmez ici que vous n'avez pas dans votre dossier un élément objectif et réel de rattachement de toutes les exactions reprochées aussi à Habré à ce dernier. Vous l'affirmez. Vous voulez... Excusez. Je vous donne un exemple. Le 1er avril 1989, lorsque M. Idriss Déby et ses compagnons ont quitté précipitamment N'Djamena pour se réfugier vers l'Est,
Ce jour-là, le directeur de la DDS s'appelle Guinée Corée. Il a réuni tous les chefs de service à 6 heures du matin pour leur dire arrêtez sans distinction tous les ressortissants Zahawa. Est-ce qu'il y a un écrit? Est-ce que l'ordre a été exécuté ou pas? Est-ce que les arrestations de tous ces grands nombres de Zakawa étaient le fait de Guinée Corée seul ou parce qu'il a reçu un ordre de son chef direct, le chef de la DDS qui est M. Hissène Habré? Si Guinée avait agi en son âme et conscience et en tant que directeur, ou, comme je l'ai dit, il a reçu ses ordres. Mais je ne crois pas que Guinée a le pouvoir, parce que ces gens-là sont partis et ils risquent de revenir pour défendre le pouvoir de son oncle, ordonner leur arrestation. Il a dit précisément l'ordre vient du président de la République. Donc vous dites que vous croyez, mais vous n'avez pas encore amené de preuves. Je voudrais... S'il vous plaît, vous l'expulsez. Vous me l'expulsez. Oui. Non. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez vous asseoir. Vous le ramenez ici, là. Là, devant là-bas. Bien, est-ce que vous pouvez déclarer votre identité? Mohamed Togoy, étudiant tchadien à l'université Cheikh Anta Diop. Bien, âge? 29 ans. Bien. Nous avons constaté que durant cette audience, vous avez commencé à élever la voix afin de troubler cette audience. Pour donner des raisons? Mes raisons ne peuvent être que celui de mon pays. C'est-à-dire? Que l'histoire du Tchad est manipulée ici. C'est-à-dire? Exactement ce que j'ai dit. Non, je veux comprendre. Vous dites... Ce monsieur est en train de mentir. On l'avait entendu pendant 20 ans. Qu'il a 25 ans même. C'est le moment qu'il ait trouvé l'occasion de donner les preuves de ce qu'il a dit. Pendant 25 ans. Et c'est à vous de le juger? C'est à vous de dire qu'il ment? Si je le juge... Pendant qu'il est en train de déposer devant la chambre? Si je le juge, c'est que je suis à votre place normalement. Vous devez?
Si c'est moi qui le juge, c'est que je suis à votre place. Pourtant, c'est ce que vous faites. En le traitant de menteur. Et c'est qu'il est malheureusement. Mais ce n'est pas à vous d'apprécier le débat. Bien. Bien, vous savez que le trouble d'audience constitue un délit. Mais est-ce que je trouble l'audience? Ah bon? Je me demande. Vous posez la question? Je me demande moi-même. Bien, la Chambre, en tout cas, a constaté, je crois que ce n'est pas quelque chose de commun, un secret pour personne, que vous étiez Pardon, en train de troubler. je ne vous ai pas bien saisi. Ah, d'accord. Bien, pour ce faire, la Chambre va lever l'audience et revenir donc prendre une décision en ce qui vous concerne. Mais pour l'instant, elle vous annonce qu'elle vous inculpe pour trouble à l'audience. Oui, Monsieur le Président, le parquet voudrait aussi prendre des réquisitions. Oui, nous allons revenir pour pouvoir prendre ce dossier et pouvoir en donner une suite. C'est votre moment. Pardon. Vous le gardez et la Chambre viendra pour en finir avec ce dossier. Merci. L'audience est suspendue pour 10 minutes.